Et si tout ce que tu appelles tes décisions n'étaient pas vraiment les tiennes? Et si, sans que tu t'en rendes compte, quelque chose d'autre dirigeait tes réactions, tes peurs, tes choix? Quelque chose que tu n'as jamais choisi d'installer, mais qui tourne en arrière-plan depuis des années. Ce que tu es sur le point d'écouter n'est pas une simple liste de conseils. C'est une invitation à voir ce que la plupart des gens ne voient jamais. Le mécanisme invisible qui construit ta réalité chaque jour à ton insu. Et une fois que tu l'as vu, tu peux plus l'ignorer. Et surtout, tu peux commencer à le reprendre. Bienvenue. Tu écoutes Comment contrôler tes pensées et reprendre ton pouvoir. Si ce livre t'aide, partage-le à quelqu'un qui en a besoin, c'est le meilleur geste que tu puisses faire. Maintenant, installe-toi confortablement. On commence. Chapitre 1. L'illusion du contrôle. Nous croyons être aux commandes. C'est le premier mensonge, le plus fondamental, et celui sur lequel tout le reste s'édifie. Chaque matin, nous nous réveillons avec la sensation familière d'être le pilote de notre existence. Nous prenons des décisions, petites et grandes, nous traçons des plans, nous nous engageons dans l'action. L'illusion est parfaite, confortable, elle donne un semblant d'ordre au chaos. Pourtant, observez vraiment. Le paysage mental dans lequel nous évoluons n'est pas une salle de contrôle rationnelle et éclairée. C'est un espace bruissant de distractions incessantes, parcouru de courants d'anxiété soudains, réactifs à la moindre stimulation comme une peau à vif. Nous répondons, mais rarement nous choisissons. Nous réagissons, prisonniers de schémas dont nous ignorons l'existence. Le moteur de cette machinerie, apparemment autonome, des pensées automatiques et non examinées. Elles surgissent, dictent une émotion, qui elle-même provoque une action ou une fuite. Et nous suivons, convaincus d'être à l'origine du mouvement. Considérez cet homme, assis dans son bureau, au petit matin. La lumière de l'aube, froide et bleutée, caresse les lignes épurées de son bureau en verre, le diplôme encadré au mur, l'écran noir et lisse de son ordinateur. Extérieurement, c'est l'image même de l'accomplissement. Un cadre dirigeant, un succès. Mais regardez son visage. Les traits sont immobiles, mais les yeux, fixant le vide par la baie vitrée, trahissent une tempête intérieure. Une sourde sensation d'imposture creuse son estomac. Une fatigue qui n'a rien de physique alourdit ses épaules. Il vient de remporter un contrat important, et pourtant la seule pensée qui tourne en boucle, obsédante, est c'est un coup de chance, ils vont bientôt se rendre compte. Voilà la dissonance. Le fossé béant entre le succès objectif visible et le chaos subjectif invisible. L'extérieur affirme une chose, l'intérieur en murmure une autre, plus sombre, plus insistante. Et c'est cette voix intérieure, cette pensée automatique héritée de schémas anciens, qui détient le véritable pouvoir. Elle façonne son émotion l'anxiété, qui influence son comportement l'évitement des nouvelles responsabilités, une irritabilité latente. Il croit diriger sa carrière, mais il est dirigé par un narrateur invisible. Imaginez cet espace mental comme un labyrinthe complexe aux murs de brouillard. Vous vous y déplacez, croyant prendre des virages par libre arbitre, alors que vous suivez simplement les couloirs les plus usés, tracés par d'innombrables passages antérieurs. Parfois, sur les parois, se trouvent des miroirs déformants. Vous vous y regardez, et ils vous renvoient une image caricaturale. Tantôt un géant gonflé d'orgueil, tantôt un nain écrasé par le doute. Et vous prenez cette distorsion pour votre reflet véritable. C'est cela, l'illusion du contrôle. Croire que nous dessinons la carte alors que nous ne faisons qu'arpenter, sans conscience, ces sentiers préexistants. Croire que le miroir déformant est une fenêtre transparente sur notre être. Cette illusion est la racine de l'épuisement moderne, de ce sentiment diffus que l'on court sans avancer, que l'on possède sans jouir. Le paradoxe central est le suivant. Pour reprendre un pouvoir quelconque, il faut d'abord reconnaître à quel point nous l'avons cédé. Non à un tyran extérieur, mais à un processus intérieur furtif et mécanique. La première lueur de liberté naît de ce constat, de cette prise de conscience que le pilote automatique est engagé, et qu'il vole droit vers des territoires d'angoisse et de limitation. Avant d'apprendre à diriger, il faut apprendre à voir le labyrinthe, à identifier les miroirs, à écouter, enfin, le murmure constant de l'architecte caché qui, jusqu'à présent, a construit à notre insu la réalité dans laquelle nous vivons. Chapitre 2. L'architecte caché. Comment l'esprit construit la réalité. L'illusion dissipée révèle le chantier. Vous avez reconnu que vous ne contrôliez pas le navire, maintenant penchez-vous sur les plans. Ils sont là, sous vos yeux, mais écrits dans une langue que vous n'avez jamais apprise à lire consciemment, celle des pensées automatiques. Votre esprit est un architecte. Un architecte prodigieusement rapide, incroyablement efficace, et qui travaille presque toujours dans l'ombre. À chaque instant, il interprète le monde brut des données sensorielles.
et le transforme en une réalité habitable, dotée de sens. Mais cet architecte utilise des plans hérités, des schémas de construction standardisés, parfois défectueux. Nous finissons par vivre dans des structures mentales, des croyances, des attentes, des peurs que nous n'avons pas consciemment dessinées. Nous habitons une maison dont nous n'avons pas choisi les fondations. Comment cela fonctionne-t-il? Prenons un processus simple, quotidien, et démontons-le pièce par pièce. Il est 9h17. Vous ouvrez votre boîte mail professionnelle. Parmi les dizaines de messages, l'un d'eux attire votre œil. Il est de votre responsable. L'objet est laconique, point sur le projet. Le corps du mail est bref, factuel. Bonjour, peux-tu passer me voir cet après-midi à 15h? J'ai quelques questions. Rien de plus. C'est à cet instant précis que l'architecte caché entre en scène. Avant même que vous n'ayez pu formuler une réflexion rationnelle, une pensée surgit, fulgurante, impérieuse. Il est mécontent de moi. Cette pensée n'est pas un fait. C'est une interprétation. Mais pour votre système nerveux, elle a la force d'un décret. C'est le premier plan esquissé pour la structure de votre réalité immédiate. L'architecte utilise ici une distorsion cognitive classique. La fois lecture de l'esprit, vous attribuez à l'autre une intention négative, sans la moindre preuve tangible. Le plan appelle des fondations. La pensée « il est mécontent de moi » s'ancre dans une croyance plus profonde, souvent ancienne. Je dois être parfait pour être accepté, ou l'autorité est synonyme de critique. Ces croyances sont les piliers de béton sur lesquels tout va reposer. Puis la construction s'élève, étage par étage, l'émotion est le premier niveau habitable, la pensée, couplée à la croyance, génère une anxiété aiguë, une pointe de peur dans la poitrine. L'architecte passe alors à la fois catastrophisation, une autre distorsion, il esquisse les étages supérieurs. S'il est mécontent, c'est que j'ai fait une erreur grave. Cette erreur va remettre en cause tout le projet. Je vais passer pour un incompétent. Je pourrais même perdre ma place. La structure prend la forme d'un scénario catastrophe. Maintenant, observez la physiologie, la plomberie et l'électricité de l'édifice. Votre cœur accélère son rythme. Votre respiration devient plus courte, plus haute dans la poitrine. Une légère tension s'installe dans vos épaules et votre mâchoire. Votre corps se prépare à une menace, bien que vous soyez assis en sécurité devant votre écran. Enfin, le comportement et la façade visible, l'action qui découle de toute cette architecture interne. Vous évitez de croiser le regard de vos collègues. Vous relisez vos derniers emails pour y chercher des erreurs, nourrissant ainsi le biais de confirmation. Vous reportez un travail créatif qui nécessite de la sérénité. Vous passez la matinée dans un état d'alerte diffuse, improductive, à ruminer la rencontre de 15h. Vous avez, en réponse à un mail neutre de 12 mots, construit toute une réalité de menaces et d'échecs potentiels. Et vous agissez en parfaite conformité avec cette réalité fictive. Voilà le pouvoir de l'architecte caché. La pensée initiale « il est mécontent » était le plan. La croyance sous-jacente « je dois être parfait » était la fondation. L'anxiété et la catastrophisation ont été les étages émotionnels et narratifs. Les sensations physiques et les comportements d'évitement sont la structure achevée, la maison dans laquelle vous allez vivre toute votre journée. Ces schémas de construction, les distorsions cognitives, sont des outils standards de l'architecte. Le foie, filtrage. Ne retenir que les détails négatifs d'une situation en ignorant tous les positifs. La foi, personnalisation, croire que tout ce que les autres font ou disent est une réaction à sa propre personne. Le foie, raisonnement émotionnel, je me sens stupide, donc je suis stupide. Ces outils déforment systématiquement la matière première de l'expérience. Visualisez cela. Des réseaux neuronaux, habituellement dans la pénombre, s'illuminent soudainement en une cascade électrique bleutée. Une pensée fugace, semblable à une étincelle, traverse l'espace. Instantanément, des connexions plus anciennes, plus épaisses, s'activent, ce sont les croyances. De cette jonction, une structure se met à croître à une vitesse vertigineuse, comme un cristal se formant dans une solution sursaturée. Elle prend la forme d'un bâtiment aux angles aigus, aux fenêtres étroites, une forteresse d'inquiétude. Et vous êtes à l'intérieur. La prise de conscience n'est pas un verdict d'impuissance, c'est l'inverse. En comprenant que votre réalité est fois construite, vous saisissez qu'elle peut être fois reconstruite. Vous ne pouvez pas empêcher l'architecte de travailler, son activité est l'essence même de la cognition. Mais vous pouvez apprendre à lire ses plans, vous pouvez questionner ses fondations, vous pouvez lui proposer de nouveaux schémas, plus solides, plus spacieux, mieux éclairés. La première étape pour reprendre votre pouvoir n'est pas de chasser les pensées, c'est de les voir enfin pour ce qu'elles sont, des propositions de construction, et non des vérités absolues. Le mail de votre responsable disait « Peux-tu passer me voir ?» Tout le reste, le mécontentement, l'erreur, la catastrophe, était un édifice que vous avez vous-même bâti pièce par pièce sur la base de plans anciens et déformants. L'architecte a travaillé dans l'ombre assez longtemps.
Il est temps d'allumer les lumières de l'atelier et d'examiner, avec une curiosité froide et bienveillante, chaque plan qui vous est présenté. Car la prochaine pensée qui surgira sera une nouvelle esquisse pour votre monde. Allez-vous l'accepter sans discuter, ou allez-vous enfin demander à voir les fondations? Chapitre 3, la boucle infernale, partie 1. Le mécanisme est maintenant connu. L'architecte caché dessine ses plans. Mais il existe un schéma de construction particulièrement pernicieux, une spécialité de cet artisan de l'ombre, la boucle. Une fois enclenchée, elle devient autonome, auto-renforçante, et construit non plus une simple structure, mais une prison au mur qui se resserre à chaque tour. C'est la boucle de pensée ruminative et anxieuse. Un cycle infernal où la pensée nourrit l'émotion qui, en retour, valide et amplifie la pensée. Observez-en le mécanisme avec une précision quasi chirurgicale. Étape 1. Le déclencheur. Il est souvent anodin, presque insignifiant. Une remarque en passant d'un collègue « Tu as rendu le rapport ?» Je croyais que c'était pour hier soir. Une tonalité légèrement neutre dans la voix d'un proche. Un silence un peu trop long dans une conversation. Le déclencheur n'est pas l'événement lui-même, mais l'interprétation instantanée que l'architecte cachait, en fait. Ici, l'interprétation est « il sous-entend que je suis négligent ». Étape 2. La pensée initiale chargée. Sur cette interprétation se greffe immédiatement une pensée plus globale, chargée de valeurs et d'émotions. Elle ne concerne plus l'acte, mais l'être. Elle fuse, cinglante. Je ne suis pas à la hauteur. Ce n'est plus « j'ai peu être oublié un délai », mais je suis fondamentalement incompétent. La généralisation est une distorsion clé qui donne à la boucle son ampleur destructrice. Étape 3. La réaction émotionnelle. La pensée « je ne suis pas à la hauteur » n'est pas une information neutre, c'est un verdict. Le corps le reçoit comme tel. Une vague d'angoisse monte, froide, partant du plexus pour irradier dans les membres. Un sentiment d'oppression s'installe dans la poitrine. L'émotion ici, une anxiété aiguë mêlée de honte, est la réponse physiologique et affective au scénario mental. Elle donne à la pensée une apparence de vérité tangible, corporelle. Je me sens si mal, donc c'est que c'est vrai. Étape 4, le renforcement et la ruminatio haine. C'est ici que la boucle se referme sur elle-même, devenant infernale. L'émotion d'angoisse, inconfortable, insupportable, pousse l'esprit à se focaliser davantage sur la pensée qui l'a causée, comme pour la résoudre, la comprendre, la neutraliser. On se met à ruminer. On repasse l'événement déclencheur en boucle. Pourquoi a-t-il dit ça? Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Et la fois dernière, quand j'avais oublié ces fichiers, chaque répétition mentale réactive la pensée « je ne suis pas à la hauteur », qui génère une nouvelle bouffée d'angoisse, qui justifie une nouvelle plongée dans la rumination. Le cycle s'auto-alimente. La pensée renforce l'émotion, qui renforce l'attention portée à la pensée. Suivons ce cycle dans son habitat naturel. La fin de journée, lorsque les défenses tombent et que le silence extérieur laisse toute la place au vacarme intérieur. La personne est chez elle, la soirée devrait être un temps de décompression, mais elle est assise dans son canapé, un livre ouvert sur les genoux qu'elle ne lit pas. Son regard est fixe, tourné vers la fenêtre noire où se reflète la lampe. Physiquement, elle est immobile. Mentalement, c'est une course effrénée. Le déclencheur, aujourd'hui, fut mineur. En fin de réunion, alors qu'elle présentait ses chiffres trimestriels, son manager a eu une légère moue, suivie d'un « intéressant ». On en reparle, rien de plus. Pourtant, cette moue, ce « suspendu, ont été le grain de sable dans lequel l'architecte caché a vu toute une montagne de défauts. La boucle est engagée depuis des heures. Je ne suis pas à la hauteur. La pensée revient, toujours identique, comme un mantra négatif. À chaque passage, une contraction dans l'estomac, une chaleur aux joues. L'esprit, cherchant désespérément à prouver ou à infirmer cette pensée, fouille dans les archives. Il déterre non pas les succès, mais chaque micro-erreur des derniers mois. L'email maladroit, la présentation où elle a bafouillé, le projet qui a pris du retard. Chaque souvenir exhumé est brandi comme une preuve supplémentaire, alimentant la flamme de l'angoisse. Tu vois, c'est cohérent, c'est un pattern. Tufois n'est vraiment pas à la hauteur. L'atmosphère est étouffante. Elle n'est pas dans la pièce, elle est dans le crâne. Sonorement, elle est représentée par un bourdonnement constant, un fond sonore de préoccupation qui monte en intensité par vagues. Parfois, il se fragmente en voix distinctes, critiques, sarcastiques. Qu'est-ce que tu crois? Ils doivent bien rire. Tu ne progresses jamais. Le monde extérieur, le bruit de la rue, le tic-tac de l'horloge, semblent lointains, étouffés par ce brouillard mental dense et vibrant. La personne essaye de se distraire. Elle saisit son téléphone, scrolle machinalement.
mais les images défilent sans signification. La pensée est un aimant qui ramène toujours l'attention au même point douloureux. Elle se lève, fait quelques pas, regarde par la fenêtre. Le paysage nocturne est vide, comme son sentiment d'impuissance. Elle revient s'asseoir. La boucle a repris, inexorable. Et si on me retirait le prochain dossier? Et si on commençait à parler dans mon dos? Et si la catastrophisation ajoute des étages à la prison, transformant une moue en un scénario de déchéance professionnelle? C'est l'essence de la boucle infernale. Elle crée sa propre réalité. Les faits objectifs, une moue, un commentaire neutre, deviennent des prétextes à une narration intérieure autoflagellante qui, par la puissance de l'émotion qu'elle génère, acquiert plus de poids et de vérité que le monde extérieur. La personne ne vit plus l'événement. Elle vit sa réaction à l'événement, en circuit fermé. Mais au cœur même de ce mécanisme implacable se niche un point de rupture possible, minuscule, mais fondamental. Il ne s'agit pas de lutter contre les pensées, de les chasser, cela ne ferait que leur donner plus de force. Il s'agit d'introduire un infime décalage, une micro-pause dans le cycle. C'est le premier acte de rébellion contre l'architecte automatique, l'observation. Au plus fort de la rumination, alors que le bourdonnement intérieur atteint son paroxysme, une lueur de conscience peut émerger. Une petite voix, calme, distincte du vacarme, peut murmurer « Tiens, je suis en train de ruminer. Je suis pris dans la boucle. Ce n'est pas une pensée de plus dans la boucle. C'est un pas de côté pour regarder la boucle tourner. » Cette simple observation, ce constat neutre, « Ah, voilà le mécanisme qui se met en marche », est la première fissure dans le mur de la prison. Elle ne résout rien. Elle n'apaise pas immédiatement l'angoisse, mais elle brise l'identification totale. Elle introduit l'idée qu'il y a un « je » qui observe le processus et qui n'est pas entièrement défini par lui. L'observateur n'est pas la pensée, il n'est pas l'émotion, il est le point silencieux à partir duquel on peut enfin voir la machine fonctionner. Pour la personne dans son canapé, ce premier pas pourrait être de remarquer, sans jugement, mon esprit est en train de rejouer la réunion encore et encore, ou je sens une tension dans ma poitrine et mon mental cherche frénétiquement des preuves que je suis nul. C'est un début, fragile. La boucle va tenter de reprendre le dessus immédiatement, d'aspirer cette lueur de conscience dans son tourbillon. Mais cette première observation est la graine. C'est à partir de ce point de vue émergent, de cet observateur intérieur qui commence à s'éveiller, que l'on pourra apprendre à interrompre le cycle, à questionner les plans de l'architecte et à dessiner lentement une nouvelle spirale, non plus infernale, mais ascendante. Chapitre 4, la boucle infernale, partie 2, l'observation et la fissure. Mais une fissure, si elle n'est pas élargie, se referme. La boucle infernale possède une résilience redoutable. Elle ne se contente pas de tourner en rond. Elle s'auto-alimente, se renforce et finit par déborder du domaine mental pour façonner la réalité comportementale. Elle devient une prophétie auto-réalisatrice. C'est à ce stade que l'on passe de la simple rumination à l'auto-sabotage actif. Reprenons avec notre personne, toujours assise dans le canapé, qui vient de prendre ce premier recul. Mon esprit est en train de rejouer la réunion. Cette lucidité momentanée offre une fenêtre, mais l'architecte caché, ce maître des schémas automatiques, a d'autres outils. Le plus puissant pour consolider la boucle est le biais de confirmation. Une fois la croyance « je ne suis pas à la hauteur » activée, l'esprit se transforme en détective partial. Sa mission unique, trouver toutes les preuves qui corroborent cette thèse. Il fouille la mémoire, il interprète le présent, il anticipe le futur, uniquement à travers ce filtre déformant. Ainsi, la personne ne se souvient plus de la réussite du projet du mois dernier, mais de la petite erreur de formatage dans le rapport final. Elle interprète le silence d'un collègue dans le couloir, non comme de la distraction, mais comme un mépris confirmé. Elle imagine la réunion de demain non comme une opportunité, mais comme un tribunal où son incompétence sera exposée. Chaque donnée, même neutre, est tordue pour s'insérer dans la narration dominante. La boucle se nourrit de cette évidence continuellement renouvelée, devenant de plus en plus solide, de plus en plus crédible à ses propres yeux. Et c'est ici que la pensée se matérialise en destin. La prophétie s'accomplit. Par peur de l'échec que la boucle lui présente comme inévitable, la personne commence à modifier son comportement. C'est l'auto-sabotage. Elle va éviter les nouvelles responsabilités qui pourraient la mettre en lumière. Je vais refuser ce dossier supplémentaire, je ne suis déjà pas capable de gérer les miens. Elle va procrastiner sur des tâches importantes, car l'angoisse de mal faire paralyse l'initiative. Elle va adopter une posture défensive en réunion, interprétant les questions comme des attaques et y répondant avec une brusquerie qui aliène effectivement ses collègues. Elle va, en somme, agir de manière à faire advenir l'échec qu'elle redoute. La boucle n'est plus seulement dans la tête. Elle a imprégné les actes. L'évitement confirme la croyance en l'incompétence. Vois, tu as eu peur,
tu n'es pas assez fort, ce qui intensifie l'anxiété, ce qui renforce l'évitement. Le cercle est vicieux, complet et parfaitement clos. C'est pour briser cette séquence implacable que nous devons passer de l'observation passive à l'intervention active. Nous devons apprendre à interrompre le cycle avec des outils précis. C'est ici que la sagesse pratique des stoïciens, et particulièrement d'Épictète, devient une clé essentielle. Sa philosophie n'est pas une spéculation abstraite, c'est un manuel de libération intérieure. Deux de ces techniques sont directement applicables au cœur de la boucle infernale. La mise à distance et l'examen des impressions. Revenons à notre exemple. La personne observe maintenant la boucle avec un peu plus de constance. La pensée « je ne suis pas à la hauteur » revient, accompagnée de son cortège d'angoisse. Au lieu de se laisser emporter, elle applique la première technique stoïcienne, la distanciation. Elle se parle intérieurement, avec la froideur d'un scientifique examinant un échantillon. Ceci est une pensée, ce n'est pas un fait. C'est une interprétation de mon esprit. Cette simple phrase opère une dissociation cruciale. Elle retire à la pensée son statut de vérité révélée pour la ramener à ce qu'elle est, un événement mental, un produit de l'architecte caché. Ce n'est pas « je fois suis fois nul », c'est « une fois pensée fois qui dit que je suis nul est apparu ». La différence est abyssale. Une fois cette distance établie, on peut passer à la seconde technique, l'examen. Épictète enseignait à séparer l'impression des faits. L'impression est le jugement immédiat et chargé d'émotion. C'est terrible, je suis nul. Les faits sont la réalité nue, dépouillée de tout commentaire. La personne engage alors un dialogue interne structuré, un contre-interrogatoire de la pensée accusatrice. Cette pensée dit que je ne suis pas à la hauteur. Quels sont les faits fois exacts fois qui soutiennent cela? La réponse, quand on force la précision, est souvent maigre. Mon manager a fait une moue pendant ma présentation. Est-ce un fait qu'une moue signifie automatiquement que je suis incompétent? N'y a-t-il pas d'autres interprétations possibles? Il réfléchissait à autre chose, il avait une crampe, le chiffre l'a surpris mais pas forcément négativement. Quels sont les faits qui infirment cette pensée? Ici, il faut lutter contre le biais de confirmation. Il faut délibérément convoquer les preuves contraires. Le projet réussi le mois dernier, l'email de remerciement d'un client, les compétences techniques maîtrisées, les énumérer, même mentalement, réintroduit de la complexité là où la boucle imposait une simplification catastrophique. En agissant selon cette pensée, évitement, rumination, est-ce que je me rapproche ou m'éloigne de ce qui est important pour moi? Cette question ancre le processus dans les valeurs. Elle révèle le coût de la boucle. Dans le canapé, la personne pratique cela. La pensée revient, ils vont tous se rendre compte. Pause. Observation, c'est une pensée de peur. Et examen. Le fait est qu'ils m'ont confié des responsabilités. Le fait est que j'ai des compétences listées dans mon évaluation. Le fait est que se rendre compte n'est pas un fait. C'est une prédiction anxiogène. Si je continue à ruminer, je vais être épuisé demain et effectivement moins performant. Si je laisse cette pensée de côté, je peux me reposer et aborder demain avec plus de calme. Le changement n'est pas magique. L'angoisse ne disparaît pas comme par enchantement. Mais quelque chose d'essentiel a bougé. La pensée n'est plus au centre, incontestée. Elle est devenue un objet d'enquête, placé sur la table à côté d'autres éléments de preuve. La boucle est interrompue. Le mécanisme automatique a rencontré une résistance consciente. Visuellement, la spirale anxieuse, cette tornade grise et dense qui emprisonnait l'esprit, commence à se dissoudre. Elle ne se brise pas d'un coup, mais elle perd de sa cohésion. Les pensées ne sont plus un flux indistinct et oppressant, elles deviennent des points distincts, des énoncés que l'on peut isoler, regarder et questionner. C'est le passage du brouillard à la cartographie. Cette capacité à interrompre la boucle est la compétence fondamentale pour reprendre pied. Elle ne résout pas tout, mais elle brise le sortilège de la prophétie autoréalisatrice. Elle ouvre un espace de choix là où régnait l'automatisme. On ne contrôle pas l'apparition de la pensée « je ne suis pas à la hauteur », mais on contrôle désormais ce que l'on en fait. Va-t-on la laisser piloter la soirée, puis la semaine, puis la carrière? Ou va-t-on, comme un gardien vigilant, lui demander ses papiers avant de lui ouvrir la porte de nos actions? L'autosabotage naît de l'obéissance à des pensées non examinées. Le pouvoir reconquis commence par ce simple refus, calme et ferme, de signer sans lire les plans que l'architecte caché nous présente. La boucle infernale se nourrit de l'identification totale. Elle s'éteint dès que l'on prononce, ne serait-ce qu'en silence, ces mots libérateurs. Ceci n'est qu'une pensée. Montre-moi les faits. Chapitre 5. Les déclencheurs émotionnels. Le piège de la réactivité. L'observation et l'examen stoïcien vous ont donné un levier pour interrompre la boucle. Mais certaines réactions semblent surgir d'un puits si profond, avec une intensité si disproportionnée, que les questions rationnelles peinent à en contenir le flot.
Ce n'est plus une simple pensée erronée, c'est un tsunami émotionnel. Vous venez de tomber dans le piège du déclencheur émotionnel. Un déclencheur n'est pas l'événement lui-même. C'est un point de pression psychologique. Une situation actuelle qui entre en résonance parfaite et souvent inconsciente avec une blessure ou un conditionnement ancien. L'architecte caché ne travaille pas seulement avec des plans récents, il possède des archives complètes, des schémas de construction gravés dans la pierre de l'expérience passée. Une critique perçue aujourd'hui peut réactiver, dans tout son spectre sensoriel et émotionnel, le sentiment d'être jugé, humilié ou rejeté par un parent, un professeur ou un père il y a 20 ans. Le présent devient alors un écran sur lequel se projette un vieux film aux émotions intactes. Pour comprendre ce mécanisme, il faut passer de la froide analyse cognitive à l'enquête archéologique de l'histoire personnelle. Et pour cela, suivons un exemple où la réaction est si vive qu'elle laisse la personne elle-même stupéfaite de sa propre violence. La scène se déroule dans un bureau moderne lors d'un entretien de révision annuel. Sophie, une cadre performante, écoute son responsable énumérer ses points forts, puis aborder, avec un soin mesuré, un axe d'amélioration. Sur le projet Orion, ta communication avec l'équipe transverse a parfois manqué de proactivité. Il y a eu quelques retards dans la transmission des informations. La phrase est professionnelle, factuelle, dénuée d'agressivité. Pourtant, en l'espace d'une seconde, quelque chose en Sophie se brise. Une chaleur brutale lui monte au visage. Son cœur cogne contre ses côtes. Avant même qu'elle ne puisse former une pensée cohérente, les mots jaillissent, acérés, chargés d'une colère blanche. Proactivité ? Vous plaisantez ? J'ai passé mes nuits sur ce dossier. L'équipe transverse, elle, ne répondait jamais à mes mails. C'est toujours la même chose. On pointe ce que je fais pas, sans voir tout ce que je fais. C'est injuste. Sa voix tremble. Ses poings sont serrés sous la table. Le manager, interloqué, tente de calmer le jeu, mais Sophie est déjà hors de la pièce, littéralement vibrante de rage, laissant derrière elle une atmosphère de gêne et de confusion. Dans les heures qui suivent, la colère cède la place à un mélange de honte cuisante et d'incompréhension. « Qu'est-ce qui m'a pris ? Ce n'était pas si grave. Pourquoi cette explosion ?» La réaction était disproportionnée, et elle le sait. C'est le signe indubitable d'un déclencheur. L'atmosphère ici est chaude, électrique, presque palpable. C'est l'agitation d'une alarme interne qui a sonné à un niveau d'urgence maximal pour une menace de niveau modéré. Le piège de la réactivité s'est refermé. L'émotion a court-circuité toute possibilité de dialogue, de nuance, de choix. Elle a pris le commandement. Pour cartographier ce territoire miné, il faut des stratégies pratiques actionnables. La première est de tenir un journal des réactions fortes. Dès que l'émotion retombe suffisamment pour permettre une réflexion, on note 3 éléments. 1. La situation. Quel était le fait concret ? Mon manager a dit que ma communication manquait de proactivité sur le projet Orion. 2. L'émotion et ses sensations. Qu'ai-je ressenti et où dans mon corps ? Colère violente. Chaleur au visage, cœur battant, mâchoire serrée, tension dans les épaules. 3. La première pensée associée. Quelle est la toute première interprétation qui a traversé mon esprit fois avant fois l'explosion ? Il ne voit que mes défauts. Il est injuste, mon travail n'est jamais reconnu. Ce journal n'est pas un exercice de culpabilité. C'est une collecte de données. Pour Sophie, quelques jours plus tard, la honte s'est atténuée, laissant place à une curiosité déterminée. Elle ouvre son carnet et note l'épisode. La pensée clé qui ressort est « Mon travail n'est jamais reconnu ». Cette phrase, elle la reconnaît. C'est un vieux refrain. C'est ici que commence l'exercice d'introspection guidée, non comme une révélation magique, mais comme un processus de fouille patient. Assise dans le silence de son appartement, elle laisse son esprit revenir à la sensation de la colère. Cette sensation de jugement écrasant, d'injustice totale, cela me rappelle quelque chose. Elle ne force pas. Elle observe les souvenirs qui émergent. Et ils viennent, non pas sous forme d'images cinématographiques parfaites, mais par fragments sensoriels et émotionnels. L'odeur de la cire dans le couloir de l'école. La sensation de papier froissé dans sa main moite. La voix de son père non pas criarde, mais d'une froideur tranchante, répétant invariablement, quel que soit son bulletin, bien. Mais tu peux mieux faire ? Le 18 en maths, pourquoi pas 20 ? La fête d'anniversaire où il avait pointé ? Devant les invités ? Le seul ballon mal gonflé. Le message, répété jusqu'à l'usure, n'était pas « tu es capable », mais « ce que tu fais n'est jamais assez ». Ta valeur est conditionnelle à une perfection inaccessible. Le lien se fait non comme une illumination soudaine, mais comme une connexion logique, presque mécanique. La remarque du manager sur la proactivité a touché le point de pression exact. La crainte ancestrale que l'effort, même monumental, soit invisible
et que le regard de l'autorité ne retienne que le défaut, l'imperfection. La réaction de Sophie n'était pas dirigée contre son manager. C'était la révolte explosive de l'adolescente qui en avait assez de ne jamais entendre « c'est bien ». La colère était chaude, mais sa source était une vieille douleur, froide et cristallisée. L'atmosphère narrative opère ici une transition cruciale. Nous passons de l'agitation chaude et désordonnée de l'explosion à la froide clarté de l'enquête. La lumière change. Des néons agressifs du bureau, nous passons à la lampe douce de la table de chevet. Le son change. Du claquement de porte et du silence tendu, nous passons au silence profond et volontaire de l'introspection. C'est le passage de la réactivité à la compréhension. Cartographier ces déclencheurs n'est pas une fin en soi. C'est un acte de démystification. Il ne s'agit pas d'excuser le comportement « c'est la faute de mon père », mais d'en comprendre l'origine pour en désamorcer le pouvoir automatique. La prochaine fois qu'une remarque similaire surgira, Sophie aura une chance de reconnaître le schéma avant qu'il ne prenne le contrôle. Elle pourra observer la vague de chaleur monter et se dire, dans la micropause, que cette conscience offre « Ah, c'est le vieux déclencheur ». C'est la sensation de ne jamais être assez. Ce n'est pas nécessairement la réalité de cette situation. Cette prise de conscience brise la fusion entre le passé et le présent. Elle permet de voir le déclencheur pour ce qu'il est, un signal d'alarme hypersensible, calibré pour un danger qui n'existe plus. Le travail n'est pas d'éteindre l'alarme, mais d'en ajuster la sensibilité, de comprendre son code pour ne plus évacuer le bâtiment à chaque fois qu'un chat passe devant le détecteur. Le piège de la réactivité se referme lorsque nous confondons l'ombre portée du passé avec la substance du présent. La stratégie, pour s'en libérer, repose sur cette cartographie patiente et courageuse de nos terrains sensibles. En identifiant les phrases clés « ce n'est jamais assez »,« je vais être abandonné »,« on va m'humilier », et en remontant à leurs racines historiques, nous retirons à ces déclencheurs leur caractère de vérité absolue et universelle. Ils deviennent des cicatrices sensibles, certes, mais des cicatrices dont nous connaissons désormais l'histoire. Et une blessure connue, examinée à la lumière froide de la conscience, perd son pouvoir de nous faire réagir comme si le couteau était encore planté dans la chair. Chapitre 6. L'observateur intérieur, partie 1. Vous avez appris à interrompre la boucle par la question. Vous avez commencé à cartographier les terrains minés de vos réactions émotionnelles. Ces compétences sont précieuses, mais elles opèrent encore depuis l'intérieur du système, comme un logiciel de sécurité tentant de neutraliser des virus. Il existe une position plus fondamentale, plus radicale, un point de vue à partir duquel vous n'êtes plus le logiciel, ni le virus, ni même l'ordinateur. Vous êtes celui qui regarde l'écran. Cette position est celle de l'observateur intérieur. C'est la compétence maîtresse, la pierre angulaire de tout ce qui va suivre. Elle ne consiste pas à penser différemment, mais à accéder à la capacité de fois penser à vos pensées. Les philosophes appellent cela la métacognition. C'est l'ultime point de levier dans l'architecture de l'esprit. Imaginez que votre flux de pensée soit un ciel. La plupart du temps, vous êtes foi les nuages, vous vous identifiez à l'inquiétude qui passe, à la planification qui s'étire, au regret qui s'assombrit. Vous êtes ballotté, emporté, parfois transpercé par leurs averses. Développer l'observateur intérieur, c'est apprendre à être le ciel lui-même, vaste, stable et accueillant pour tous les nuages, sans être défini par aucun. Les nuages apparaissent, séjournent, se transforment et disparaissent. Le ciel demeure, ou imaginez une rivière. Vos pensées, vos émotions, vos sensations sont des feuilles, des brindilles, des morceaux d'écorce qui flottent à la surface. Vous avez passé votre vie à sauter de feuille en feuille, à vous accrocher frénétiquement à certaines les pensées plaisantes et à lutter désespérément contre d'autres, les pensées douloureuses, vous noyant souvent dans le courant. L'observateur intérieur, c'est la rive. Depuis la rive, vous pouvez voir le flux entier. Vous pouvez remarquer une feuille particulière. Tiens, voilà une pensée de jalousie, sans avoir à plonger pour elle. Elle vient, elle passe. Cet exercice n'est pas une évasion mystique. Il a des bases neuroscientifiques solides. Lorsque vous vous identifiez à une pensée « je suis nul », ce sont principalement les régions limbiques de votre cerveau, siège des émotions, et les réseaux du mode par défaut, associés à la rumination, qui s'activent. Lorsque vous pratiquez l'observation neutre, vous activez et renforcez votre cortex préfrontal, en particulier le cortex préfrontal dorsolatéral. Cette région est le siège de la régulation exécutive, de la prise de recul, du choix délibéré. En pratiquant, vous ne faites pas que calmer votre esprit. Vous sculptez physiquement votre cerveau, renforçant la structure même de votre self-control. Maintenant, guidons un exercice simple. Installez-vous confortablement, le dos droit mais non raide. Fermez les yeux si cela vous aide. Pendant 1 minute, votre seul objectif
est d'observer votre respiration. Ne la contrôlez pas, ne la jugez pas. Sentez simplement l'air entrer et sortir, la légère expansion de la cage thoracique, le passage de l'air aux narines. Votre esprit va vagabonder. C'est inévitable et normal. Une pensée sur la journée va surgir, une sensation de picotement dans le pied, une inquiétude pour demain. Dès que vous remarquez que vous n'êtes plus à la respiration, que vous avez été emporté par une pensée, faites simplement ceci. Notez mentalement avec douceur, pensée ou sensation ou souvenir. Puis ramenez doucement votre attention sur la respiration. Ce n'est pas un échec. C'est l'exercice même. Chaque fois que vous remarquez la distraction et que vous revenez, vous faites une répétition de la compétence cruciale. Vous passez du contenu, la pensée au contexte, la conscience qui l'observe. Vous êtes le ciel qui remarque un nuage. Vous êtes la rive qui voit passer une feuille. Prenons un exemple où cette compétence est mise à l'épreuve dans le feu de l'action. Léa est dans sa cuisine. Il est 20. La fatigue de la journée est un poids sur ses épaules. Son conjoint Marc, entré en rangeant un paquet, fait tomber un verre qui se brise net sur le carrelage. « Merde !» murmure-t-il. La réaction automatique de Léa, usée par des années de schémas similaires, est immédiate. Une pensée fuse, rapide comme l'éclair, il ne fait jamais attention. C'est toujours à moi de ramasser. Une bouffée de colère chaude monte à son visage. Ses muscles se tendent. Elle ouvre la bouche pour lancer une remarque acerbe, une critique qui couve depuis des heures. Mais quelque chose d'inhabituel se produit. Grâce au travail d'observation qu'elle a commencé, il y a une micro-pause, une infime fraction de seconde où elle voit la mécanique se mettre en marche. Au lieu d'être immédiatement la colère, elle est d'abord la conscience qui observe la colère monter. Elle perçoit la pensée. Il ne fait jamais attention, non comme une vérité, mais comme un événement dans son champ mental. Elle sent la chaleur sur sa peau, la tension dans sa mâchoire, comme des données sensorielles. Intérieurement, elle ne lutte pas, elle note silencieusement colère, sensation de chaleur, pensée de critique. C'est tout. Elle ne se dit pas « il faut que je sois calme », ce qui serait une autre pensée dans la mêlée. Elle se contente de reconnaître les éléments qui sont présents. Ce simple acte de reconnaissance neutre crée un espace minuscule, mais réel. Dans cet espace, l'identification se brise. Elle n'est plus fois unie à la réaction. Elle en est le témoin. La vague émotionnelle est toujours là, mais elle ne l'emporte plus aussi totalement. Elle garde sa force, mais perd son autorité absolue. Marc, penché pour ramasser les morceaux, lève les yeux, s'attendant à une réplique cinglante. Il voit le visage de Léa, tendu, mais ses yeux ont une qualité différente. Ils ne lancent pas des éclairs d'accusation. Ils observent, un peu lointains, comme si elle regardait une scène se dérouler à l'intérieur d'elle-même. Léa ne choisit pas encore une réponse constructive. Elle ne fait qu'appliquer la première et plus cruciale des compétences. Elle ne réagit pas, elle observe. Elle laisse le réflexe conditionner, la remarque acide, passer sans l'actionner. Elle respire, consciente de l'air qui entre et sort de ses poumons, ancrant son attention dans la sensation physique, pendant que la tempête émotionnelle fait rage puis commence, très lentement, à perdre de son intensité, faute de carburant réactif. Le motif visuel de ce chapitre est un miroir. Au début de la scène, ce miroir intérieur reflétait une image déformée et fusionnée. Léa était fois sa colère, son visage mental n'était qu'un masque de frustration. Puis, au moment de la pause observatrice, le miroir semble s'éclaircir légèrement. La buée émotionnelle qui l'opacifiait commence à se dissiper. On distingue encore les contours de la colère, mais derrière apparaît la silhouette plus stable de celle qui regarde. L'image n'est pas encore nette, mais elle n'est plus une pure déformation. C'est le premier nettoyage. L'observateur intérieur n'est pas une personnalité alternative. C'est la conscience fondamentale, toujours présente, que nous occultons en nous identifiant sans cesse au contenu de notre expérience. La pratiquer ne résout pas les conflits par magie. Elle ne fait qu'une chose, mais cette chose change tout. Elle vous rend présent à ce qui est, sans filtre réactif immédiat. Elle vous offre le seul véritable point de départ pour un choix libre. L'instant présent, vu avec clarté. Dans la cuisine, le silence n'est plus chargé de reproches imminents, mais d'une attention nouvelle. Léa n'a pas encore décidé de ce qu'elle va dire ou faire. Mais elle a déjà accompli l'essentiel. Elle a repris, ne serait-ce que pour quelques secondes, la position d'autorité dans son propre esprit. Elle n'est plus un pantoche tiré par les ficelles des déclencheurs anciens. Elle est devenue, pour la première fois dans cette interaction, l'observatrice. Et c'est depuis cette rive, depuis ce ciel dégagé, que l'on peut enfin commencer à choisir la direction du courant. Chapitre 7. L'observateur intérieur, partie 2. La pause observatrice dans la cuisine n'était qu'un début.
Un premier contact avec la rive, alors que le courant de la réactivité était encore fort. La véritable maîtrise ne réside pas dans cet instant isolé, mais dans la pratique régulière et neutre qui transforme cette position d'observateur en une nouvelle habitude de l'être. C'est cette répétition qui accomplit l'œuvre la plus profonde. Elle affaiblit, fibre par fibre, le lien automatique et soudé entre la pensée et la réaction. Imaginez ce lien comme un sentier neural profondément creusé dans une forêt. À chaque fois qu'une pensée de colère, il ne fait jamais attention, déclenchait immédiatement une explosion verbale, vous empruntiez ce sentier. La réaction renforçait le chemin, le rendant plus évident, plus inévitable pour la prochaine fois. L'observation neutre, répétée, est l'acte de marcher à côté du sentier. Au début, c'est difficile. Les broussailles résistent. L'ancien chemin, lisse et familier, vous appelle. Mais à chaque fois que vous résistez à l'impulsion et que vous restez simplement à observer la pensée et l'émotion sans y céder, vous laissez l'ancien sentier se recouvrir de mousse. Vous en tracez un nouveau, parallèle. Celui de la pause consciente. C'est pas une métaphore poétique. C'est une description littérale de la neuroplasticité, la capacité fondamentale de votre cerveau à se reconfigurer en fonction de l'expérience. Chaque fois que Léa, face à une provocation, pratique l'observation, colère, sensation de chaleur. Au lieu de la réaction, elle envoie un signal puissant à son système nerveux. L'activité électrique et chimique ne se concentre plus dans l'autoroute limbique de la peur et de la colère, cette route à grande vitesse qui mène directement à l'explosion. Elle est redirigée vers le cortex préfrontal, la région du contrôle exécutif et de la régulation. Littéralement, vous affaiblissez l'autoroute neuronale de la panique et vous renforcez le sentier, plus sinueux mais plus libre, du calme et du choix. L'effet est cumulatif. La première fois, la pause est brève, fragile, submergée presque aussitôt. La 10e fois, elle dure une seconde de plus. La 100e fois, elle devient un espace naturel, un territoire intérieur dans lequel vous pouvez respirer et vous orienter. Le lien entre le déclencheur et la réaction n'est plus une corde raide qui vous fait trébucher. Il devient un élastique, offrant une élasticité, un temps de latence. Et dans ce temps, tout est possible. Reprenons avec Léa, quelques semaines plus tard. La pratique de l'observation n'a pas fait d'elle un être d'impassibilité. Les déclencheurs existent toujours, mais leur pouvoir a changé de nature. La scène est une réunion sociale stressante, un dîner avec des amis de son conjoint qu'elle connaît peu. La conversation, animée, tourne autour des voyages. Un des invités, Pierre, lance avec une bonhomie un peu lourde. « Ah, Léa, toi qui es si organisée, je parie que tu planifies tes vacances 2 ans à l'avance. » Tout doit être sous contrôle. Autour de la table, quelques rires polis. Autrefois, cette phrase aurait été un dard. Elle aurait touché un point sensible, la peur d'être perçue comme rigide, contrôlante, et aurait déclenché la boucle infernale. La pensée, il se moque de moi, il me réduit à une caricature, aurait généré une pointe d'humiliation et de colère, suivie soit d'une réplique piquante, soit d'un retrait froid et blessé. La soirée aurait été gâchée. Ce soir, le processus est différent. La phrase de Pierre frappe toujours le point sensible. La pensée familière surgit, il me ridiculise. L'émotion suit, une chaleur rapide aux joues, une crispation, mais au lieu que cela ne déclenche la réaction en chaîne, quelque chose d'autre se produit. La pratique a installé un interrupteur. Léa perçoit la pensée et l'émotion fois comme elles apparaissent. Elle les note intérieurement avec la neutralité d'un météorologue, sensation de piqué, chaleur au visage, pensée de moquerie. Ce n'est pas une analyse, c'est une simple reconnaissance. Et cette reconnaissance, désormais presque automatique, crée la fameuse pause, l'espace. Dans cet espace, elle n'est pas la pensée blessée. Elle est la conscience qui contient à la fois la remarque de Pierre, sa propre réaction physiologique et le contexte plus large. Un dîner amical, une taquinerie maladroite plus que malveillante, son propre désir de passer une bonne soirée. Le miroir intérieur, désormais régulièrement nettoyé par l'exercice, reflète une image plus complète et moins déformée. Elle voit la petite flamme de la réactivité, mais aussi la table, les visages souriants et sa propre capacité à choisir. Et c'est là que l'observation cesse d'être passive et devient le socle d'une action nouvelle. Avant, la seule option était le réflexe conditionné. Maintenant, dans la clarté de cette pause, plusieurs chemins s'offrent à elle. Elle peut choisir, elle prend une inspiration légère, sentant l'air emplir cet espace intérieur élargi. Puis elle sourit, d'un sourire qui n'est pas forcé mais qui émerge d'un choix délibéré de ne pas prendre la pique personnellement. Sa réponse est calme, teintée d'une pointe d'autodérision qui désamorce tout. 2 ans, c'est un peu court, Pierre. J'en suis à mon plan quinquennal pour les cafés en terrasse. La table rit, d'un rire détendu.
L'attention potentielle s'évapore, la conversation dérive ailleurs. Le pouvoir de cet instant ne réside pas dans la réplique spirituelle. Il réside dans le processus invisible qui l'a précédé. Léa n'a pas réprimé sa colère. Elle ne l'a pas niée. Elle l'a observée, lui a permis d'exister sans lui donner les commandes. En faisant cela, elle a empêché la boucle de se refermer. La pensée « il me ridiculise » est apparue et est repartie, comme un nuage, sans déclencher l'orage. La neuroplasticité a été à l'œuvre, le sentier neural de la réactivité colérique n'a pas été emprunté, le sentier de la pause observatrice puis du choix constructif. Si, cette capacité à utiliser la pause pour choisir une réponse est le fruit mûr de l'observateur intérieur. L'observation seule est une libération passive. L'observation couplée au choix intentionnel est une reprise de pouvoir active. Vous ne contrôlez pas les pensées ou les paroles des autres, vous ne contrôlez pas la première étincelle émotionnelle, mais vous contrôlez ce qui se passe dans l'espace entre cette étincelle et votre prochain mot, votre prochain geste. Cet espace, autrefois inexistant, est désormais votre domaine souverain. Le ton de ce chapitre est à la fois scientifique et porteur d'un espoir tangible. Il n'y a rien de magique ici, seulement la mécanique admirable de l'apprentissage cérébral. Chaque fois que vous pratiquez, vous sculptez. Vous n'êtes plus victime de l'architecture cachée de votre esprit. Vous en devenez l'architecte conscient, modifiant activement ses plans par la répétition d'expériences nouvelles. L'observateur intérieur n'est pas une fin en soi. C'est la condition préalable à tout travail de reconstruction. Maintenant que vous pouvez voir les pensées avec clarté, sans être immédiatement emporté par elles, une nouvelle question se pose. Et si vous pouviez non seulement les observer passer, mais aussi en influencer le contenu ? Et si vous pouviez, depuis cette position de clarté, examiner leur substance et décider consciemment de les fois recadrer ? La pratique de l'observation vous a donné la rive. La prochaine étape, celle du recadrage cognitif, vous donnera les outils pour nettoyer la rivière elle-même, pour choisir quelle feuille y déposer. Le miroir est clair. Vous pouvez y voir votre reflet, non plus déformé par les émotions immédiates, mais stable. Il est temps d'utiliser cette clarté pour agir, pour reprendre, pas à pas, le territoire de votre propre esprit. Chapitre 8. Reprendre la plage. Technique de régulation cognitive. L'observateur intérieur vous a donné la rive, un point de vue stable depuis lequel regarder le flux de vos pensées. Cette clarté est précieuse, mais elle n'est qu'un préalable. La véritable reprise de pouvoir commence lorsque depuis cette rive, vous cessez d'être un simple spectateur et devenez un ingénieur du paysage mental. Vous ne vous contentez plus de voir les feuilles passer sur la rivière, vous apprenez à en modifier la nature, à en orienter le cours. C'est l'art actif de la régulation cognitive. Reprendre la plage de votre esprit, d'où vous pourrez désormais observer les vagues sans vous laisser emporter, et même apprendre à naviguer sur elles. Le ton devient dynamique, orienté vers l'action. L'atmosphère de compréhension passive laisse place à celle de la maîtrise pratique. Il s'agit plus seulement de voir le mécanisme, mais de prendre les outils pour le recalibrer. Pour cela, nous allons structurer des techniques précises. Chacune est un outil distinct, mais elle s'articule autour d'un cadre philosophique fondamental, hérité des stoïciens, qui donne son sens profond à toute cette entreprise. La distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Épictète le résumait ainsi. Il y a ce qui est à nous et ce qui n'est pas à nous. Nos jugements, nos interprétations, nos efforts, nos valeurs, voilà notre domaine. Les actions des autres, les événements extérieurs, le passé, l'opinion publique, voilà ce qui ne l'est pas. Reprendre la plage, c'est précisément cela. Cessez de dépenser une énergie folle à vouloir contrôler l'océan, les événements, les autres, et concentrez toute votre puissance sur la fortification de votre littoral intérieur, vos réponses, vos jugements. Sur cette base solide, voici les techniques pour fortifier ce littoral. 1. Le recadrage cognitif, changer d'objectif, définition. Il ne s'agit pas de penser positivement de manière naïve, mais de changer volontairement la perspective à partir de laquelle vous évaluez une situation. Vous déplacez le cadre pour faire apparaître dans le tableau des éléments jusqu'alors invisibles. Scénario concret, l'anxiété, présentation. La pensée automatique est « je vais me ridiculiser ». Tout le monde va voir que je ne maîtrise pas mon sujet. L'émotion et la panique, la sensation est un nœud à l'estomac. Application. Depuis la position de l'observateur, vous identifiez la pensée. Puis, vous appliquez délibérément un recadrage. Au lieu de vous demander « comment vais-je éviter d'avoir l'air bête ?», vous vous demandez « que pourrais-je apprendre de cette expérience, quel que soit le résultat ?» ou « comment puis-je rendre cette information utile pour mon auditoire ?»
Vous niez pas la nervosité, mais vous changez l'objectif de la performance. De prouver ma valeur, à partager une connaissance ou m'entraîner à un exercice utile. Le trac ne disparaît pas, mais il perd son statut de signe avant-coureur d'un désastre personnel. Il devient l'énergie naturelle d'un défi à relever. Prasdeep, cette situation est une menace pour mon ego, devient cette situation est un défi pour ma compétence ou une opportunité d'apprentissage. 2. L'examen d'épreuve, le contre-interrogatoire, définition, technique issue directement du dialogue socratique et de l'examen stoïcien. Elle consiste à traiter une pensée anxiogène comme une hypothèse à vérifier, non comme un fait établi. Vous jouez l'avocat de la défense de votre propre paix intérieure. Scénario concret, la jalousie dans une relation. Après une soirée, votre partenaire mentionne avoir eu une conversation agréable avec un collègue. La pensée fuse, elle est plus intéressée par cette personne que par moi. Je vais la perdre. Une angoisse froide s'installe. Application. Vous engagez un dialogue interne rigoureux. 1. Identifier la pensée. Ma pensée dit que je suis en train de la perdre au profit de cette personne. 2. Rechercher les preuves qui foi soutiennent. Quel fait foi concret foi viennent étayer cela? Réponse souvent. Aucun. Juste un sentiment, une interprétation de son ton. 3. Rechercher les preuves qui foi infirme. Quels faits concrets contredisent cette pensée? Les manifestations récentes d'affection, l'engagement dans la relation, le fait qu'elle soit rentrée avec moi, le caractère anodin du récit. 4. Évaluer les distorsions. Suis-je en train de fois catastrophiser, fois perdre la relation à partir d'une conversation, de fois lire dans les pensées, fois savoir ce elle ressent vraiment? 5. Formuler une conclusion plus équilibrée. Le fait est elle a passé une bonne soirée avec moi et a partagé un détail de sa journée. Mon insécurité est réelle, mais elle n'est pas une preuve d'un changement de ses sentiments. Question clé, quels sont les faits observables et qu'est-ce que j'invente? 3. Le dialogue socratique, questionner les fondements, définition, aller plus loin que l'examen des preuves d'une pensée spécifique pour interroger la croyance sous-jacente qui la rend plausible. C'est foré jusqu'aux fondations. Scénario concret, l'échec perçu. Vous n'avez pas obtenu une promotion. La pensée est « je suis un échec, je n'avancerai jamais ». La croyance sous-jacente est « ma valeur est déterminée par mon statut professionnel ». Application, vous questionnez la croyance elle-même par une série de questions qui en révèlent la rigidité. Est-il absolument vrai que ma valeur humaine dépend d'un titre ou d'un échelon? Cette croyance me sert-elle? Me pousse-t-elle à grandir ou m'enfonce-t-elle dans le découragement? D'où vient cette croyance? Société, famille, expérience passée. Si je devais abandonner cette croyance, quelle autre perspective pourrais-je adopter sur ma situation actuelle? C'est un revers professionnel, douloureux, mais qui ne définit pas l'ensemble de qui je suis, de mes relations, de mes autres compétences. Question clé. Cette croyance est-elle une loi universelle ou un point de vue que j'ai adopté? L'intégration de la philosophie stoïcienne n'est pas ici une digression érudite. Elle est le ciment qui lie toutes ces techniques. Pourquoi examiner les preuves d'une pensée sur ce que votre patron pense de vous? Parce que ces pensées ne dépendent pas de vous. Elles font partie de l'océan. Ce qui dépend de vous, c'est votre jugement. Cette remarque signifie-t-elle vraiment que je suis nul? Et votre action, vais-je ruminer ou me concentrer sur la prochaine tâche? Pourquoi recadrer l'anxiété d'une présentation? Parce que la réaction du public ne dépend pas entièrement de vous. Ce qui dépend de vous, c'est la qualité de votre préparation et l'intention avec laquelle vous partagez votre travail. Ces techniques transforment l'énergie mentale. Au lieu d'être gaspillée en tentatives impossibles de contrôler l'incontrôlable, les autres, les résultats, elle est investie dans le domaine du possible, la construction de votre réponse intérieure. La personne anxieuse, avant sa présentation, en se recadrant sur l'apprentissage, reprend le contrôle de ce qui est à elle, son état d'esprit d'apprenant. La personne jalouse, en examinant les preuves, reprend le contrôle de son interprétation, évitant de saboter sa relation par des accusations infondées. L'atmosphère de ce chapitre est celle d'un atelier bien éclairé. Les outils sont sur l'établi, chacun avec son mode d'emploi. Le narrateur n'est plus seulement un guide qui montre le labyrinthe. Il est l'instructeur qui apprend à manier la pioche et la corde pour en sortir et construire à la place une maison sur la colline. Le sentiment n'est pas à l'euphorie, mais à la compétence croissante. Il y a un réalisme tangible. Ces techniques demandent de la pratique, elles ne fonctionnent pas à la perfection du premier coup. Parfois, la vague émotionnelle est trop forte et submerge la plage. Mais à chaque fois que vous réussissez à appliquer l'une de ces méthodes, vous érigez une digue un peu plus haute, un peu plus solide.
Reprendre la plage, c'est ce travail de fortification patient. C'est pas un état de domination totale où plus aucune pensée négative n'apparaît. C'est la capacité, de plus en plus assurée, de les accueillir, de les examiner à la lumière de ce qui dépend vraiment de vous et de choisir consciemment la réponse qui sert votre paix et vos valeurs. Vous ne contrôlez pas la tempête, mais vous apprenez à construire un abri si solide que son hurlement, même entendu, ne vous fait plus trembler. Vous avez désormais les plans de cet abri. Il est temps de passer à la construction des fondations les plus profondes, celles de votre identité. Chapitre 9. Le saboteur silencieux. Affrontez l'autosabotage. Vous avez appris à observer le flux, vous avez acquis des outils pour en réguler le cours, mais il arrive un moment où l'on se heurte à un mur qui résiste à toute analyse, à tout recadrage élégant. Un mur qui ne tremble pas quand on lui présente des preuves contraires et qui semble rire des tentatives de dialogue socratique. Ce mur a un nom. La croyance limitante centrale. C'est le moteur caché, le saboteur silencieux, qui orchestre en sous-main vos schémas d'autosabotage les plus tenaces. Distinguons clairement les termes. Une pensée automatique est passagère. J'ai raté cette présentation. Une émotion est une réaction. La honte, la déception. Une croyance limitante centrale, elle, est une conclusion profonde, existentielle, sur vous-même ou le monde, forgée le plus souvent dans l'argile malléable de l'enfance, ou d'expériences précoces répétées. C'est une phrase gravée dans la pierre de votre psyché, que vous ne voyez plus, mais qui sert de fondation à tout un édifice de comportement. Je ne mérite pas le succès. Je suis fondamentalement défectueux. Pour être en sécurité, je dois rester invisible. L'amour est conditionnel. Je dois tout donner pour le mériter. Ces croyances ne sont pas des vérités. Ce sont des interprétations gelées, des conclusions qu'un enfant ou un adolescent a tirées pour donner un sens à un monde complexe et parfois douloureux. Elles sont ensuite maintenues en vie par les distorsions cognitives adultes qui filtrent chaque expérience pour en extraire la preuve de leur bien fondé. La pensée « j'ai raté cette présentation » n'est qu'un symptôme. La maladie, c'est la croyance « je suis un imposteur et tôt ou tard on me découvrira ». Le ton ici doit être ferme, mais empreint d'une empathie sans complaisance. Il ne s'agit pas de juger ces parties de nous, mais de les reconnaître comme des constructions mentales anciennes, des stratégies de survie devenues des prisons. Elles ne définissent pas qui vous êtes, elles définissent ce que vous avez foi cru devoir être foi pour naviguer dans un certain contexte. Ce contexte a changé. La croyance, elle, est restée, fonctionnant comme un système d'exploitation obsolète qui fait planter tous vos nouveaux logiciels d'ambition et de bonheur. Pour illustrer ce combat contre l'ombre, suivons l'exemple de Thomas. Thomas est un ingénieur talentueux, reconnu pour son expertise technique. À 3 reprises au cours des 2 dernières années, on lui a proposé de passer chef de projet, un poste qui implique de manager une petite équipe et d'interagir davantage avec les clients. À 3 reprises, Thomas a décliné avec des excuses plausibles mais vagues. « Ce n'est pas le bon moment, je veux me concentrer sur la technique, je ne suis pas sûr d'avoir le profil. » Ses collègues le trouvent modeste. Son responsable le trouve frustrant. Thomas, lui, ressent après chaque refus un mélange de soulagement immédiat et d'un profond sentiment d'échec qui le ronge des jours durant. L'auto-sabotage est ici flagrant. Il décline des opportunités d'évolution alignées avec ses compétences et qu'il attire secrètement. Pourquoi ? Les techniques de régulation cognitive sur les pensées immédiates, « je ne suis pas prêt » n'ont qu'un effet superficiel. Il faut forer plus profond. Guidé par le principe de cartographie des déclencheurs, Thomas entreprend un travail conscient. Il note les situations où ce réflexe de retrait se produit. Un pattern émerge, chaque fois qu'il est sur le point d'être visible, de prendre un leadership même minime, une anxiété paralysante le saisit. La pensée associée est toujours une variation de « ils vont voir que je ne sais pas vraiment ». Mais derrière cette pensée, en creusant, il met le doigt sur la croyance centrale, une phrase qui résonne avec une triste familiarité « je ne suis pas légitime pour diriger ou influencer les autres ». D'où vient-elle ? L'introspection lente et parfois douloureuse révèle la scène originelle. Pas un trauma spectaculaire, mais une accumulation de micro-moments. Lui, enfant calme et curieux, passionné de mécanique, son père, entrepreneur extraverti et charismatique, qui valorisait avant tout l'esprit d'initiative, le charisme, le savoir porter la parole, les tentatives timides de Thomas pour partager ses découvertes techniques étaient accueillies par un regard distrait, une tape sur l'épaule et un « c'est bien, mon garçon » qui sonnait comme un congé. Le message implicite, répété, fut « ta façon d'être, ta passion silencieuse ne te donne pas d'autorité. Tu n'es pas de ceux qui mènent. La croyance est installée. Pour être légitime, il faut être comme son père. Comme il ne l'est pas, il ne l'est pas. » Cette croyance est maintenant le saboteur silencieux. Elle se maintient par la distorsion du foi tout ou rien foi, soit je suis un leader né comme mon père,
Soit je suis un technicien sans envergure, et la fois surgénéralisation, fois parce que mon père n'a pas validé mon mode d'expression enfantin, aucun groupe ne validera jamais mon leadership adulte. Pour démanteler une telle forteresse, les questions rationnelles seules sont insuffisantes. Il faut une expérience qui contredise la croyance au niveau le plus fondamental, celui du corps, de l'action, du ressenti. C'est là qu'intervient la technique de l'expérience comportementale contraire ou agir comme si. Agir comme si n'est pas se mentir. C'est mener une expérience scientifique sur soi-même. L'hypothèse de la croyance est si je prends un rôle de leader, je serai rejeté, jugé ou je vais échouer parce que je ne suis pas légitime. L'expérience consiste à agir de manière délibérée et progressive, comme si foi en était légitime, et à observer les résultats réels. Thomas, avec un mélange de doute et de détermination, conçoit sa première expérience. Au lieu d'attendre la grande promotion, il choisit un micro-terrain. Lors de la prochaine réunion d'équipe technique, il s'engage à formuler une suggestion claire sur un problème, puis à observer fois les réactions, non à travers le filtre de sa croyance, mais comme un ethnologue recueillant des données. Le jour venu, l'anxiété est palpable. La vieille voix murmure « Tu vas dire une bêtise, ils vont trouver ça hors sujet ». Thomas reconnaît la voix, la note. « Ah, voilà le saboteur !» Mais ne lui obéit pas. Il respire, ancré dans son observateur. Puis il agit foi comme si foi sa perspective avait de la valeur. Il parle. Sa voix peut être un peu tendue, mais son propos est technique et solide. Les résultats ? Un collègue hoche la tête, un autre pose une question pour approfondir, le responsable note le point, personne ne roule des yeux, personne ne le ridiculise, le ciel ne lui tombe pas sur la tête. C'est la première preuve contraire, minuscule mais concrète, collectée dans le cahier d'expérience qu'il tient. Date 15/10, action, proposition en réunion. Prédiction de la croyance. Indifférence ou moquerie. Résultat observé, intérêt et question de suivi. Écart. La croyance a surestimé le risque. L'expérience suivante était un peu plus ambitieuse, animer un point technique de 15 minutes, puis accepter de copiloter un petit projet avec un stagiaire. À chaque fois, le processus est le même, une résistance interne féroce, le saboteur qui hurle, la reconnaissance de cette résistance, la décision d'agir comme si malgré tout, et la collecte méticuleuse des preuves fois réelles. Les preuves s'accumulent. Elles ne montrent pas un triomphe éclatant, mais quelque chose de plus précieux, une normalité compétente. Parfois, une suggestion est rejetée, mais pour des raisons logiques, non personnelles. Souvent, elle est intégrée. Thomas apprend surtout que son style de leadership n'a pas à être une copie de celui de son père. Sa légitimité peut venir de son expertise, de sa fiabilité, de son écoute, des qualités qui sont foi les siennes. Le démantèlement d'une croyance limitante est un travail de sape, pas de dynamitage. Il faut de la patience et du courage. Il y aura des rechutes, des moments où le vieux récit semblera plus vrai que toutes les nouvelles preuves. Le ton doit rester ferme sur ce point. C'est normal. Le saboteur est une habitude neuronale profondément ancrée. Chaque expérience contraire est un coup de pioche qui l'affaiblit. L'empathie est cruciale. Il ne s'agit pas de haïr cette partie de soi qui croit « je ne suis pas légitime ». Cette croyance, à un moment, peut être protégée, l'enfant Thomas, d'une plus grande douleur, d'un sentiment d'inadéquation encore plus écrasant. La remercier pour son service passé, tout en lui signifiant clairement que ses services ne sont plus requis, est un acte de clôture puissant. Au fil des semaines, pour Thomas, la promotion n'est plus un objet de terreur absolue. Elle redevient ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, une option professionnelle, avec ses défis et ses risques, qu'il peut évaluer sans que le verdict « tu n'es pas légitime » ne s'abatte comme un couperet sur la balance. Le saboteur silencieux n'a pas disparu, mais il a perdu son monopole sur la narration de sa vie. Sa voix est devenue une voix parmi d'autres dans le conseil intérieur, une voix qui peut même parfois avoir une utilité, apporter de la prudence, mais qui n'a plus le droit de veto. Affronter l'autosabotage, c'est ce travail archéologique et expérimental. C'est identifier la phrase toxique gravée dans la pierre, comprendre son origine historique, puis, patiemment, à coups de marteau et de burin d'expériences nouvelles, la gratter, lettre après lettre, pour y inscrire à la place une phrase plus juste, plus flexible, plus vraie. Pour Thomas, elle pourrait devenir « Ma légitimité se construit par l'action et l'intégrité, non par la conformité à un modèle unique. » Ce n'est pas encore une nouvelle identité, c'est une nouvelle fondation. Et c'est sur des fondations assainies que l'on peut enfin commencer à bâtir la maison que l'on souhaite vraiment habiter. Le saboteur vous a montré ce que vous craignez d'être. Il est temps maintenant de décider activement et délibérément qui vous voulez devenir. Chapitre 10. Forger une nouvelle identité, partie 1. Vous avez appris à observer le flux.
Vous avez repris la plage. Vous avez même commencé à démanteler les fondations les plus anciennes de votre propre saboteur. Un seuil se présente maintenant, naturel et inévitable. Si vous n'êtes plus vos pensées automatiques, si vous n'êtes plus obligé d'obéir au schéma hérité, alors une question fondamentale émerge. Qui choisissez-vous d'être? Le travail accompli jusqu'ici était essentiellement défensif et correctif. Il s'agissait de désamorcer, d'interrompre, de déconstruire. C'était nécessaire. Mais une vie ne se construit pas uniquement sur des démolitions. L'étape ultime, et la plus puissante, est de passer de l'archéologue qui exhume des ruines à l'architecte qui dessine consciemment une nouvelle cité intérieure. Il est temps de forger délibérément une nouvelle identité. L'identité n'est pas un objet fixe, une statue de marbre héritée à la naissance. C'est un processus vivant, une narration en constante réécriture. Et le principal matériau de cette narration, ce sont vos pensées répétées. Chaque fois que vous pensez « je suis résilient », vous sculptez cette qualité. Chaque fois que vous pensez « je suis fragile », vous la sculptez aussi. Jusqu'à présent, vous subissiez ce processus de sculpture, dirigé par l'architecte caché et ses plans anciens. Maintenant, vous avez la possibilité de prendre les outils en main. Vous pouvez choisir les pensées que vous allez répéter, les affirmations que vous allez graver, non par autosuggestion naïve, mais par un alignement conscient entre vos valeurs, vos actions et le langage intérieur qui les décrit. Ce processus implique un renversement complet de perspective. Au lieu de laisser un événement extérieur définir votre identité, j'ai échoué, donc je suis un échec. Vous décidez d'abord de l'identité que vous voulez incarner et vous interprétez l'événement à travers ce prisme. C'est la différence entre subir une histoire et en écrire une. Prenons l'exemple de Sam, un chef de projet qui vient de voir une initiative importante sur laquelle il avait beaucoup misé être annulée par la direction pour des raisons budgétaires. L'événement est objectif. Un échec professionnel. L'ancien Sam, piloté par ses schémas automatiques, aurait immédiatement activé la boucle infernale. La pensée initiale aurait été « c'est la preuve que je ne sais pas vendre mes idées, que je fais de mauvais choix, que je n'ai pas de poids ici ». Cette pensée, ancrée dans une croyance limitante du type « je ne suis pas assez convaincant », aurait généré un mélange d'humiliation, de colère rentrée et de découragement. Son comportement aurait suivi retrait, amertume, évitement des nouvelles initiatives par peur d'un nouvel échec. L'événement aurait renforcé une identité de personne qui échoue. Le Sam, qui a pratiqué l'observation et la régulation cognitive, ne nie pas la déception. Il la ressent pleinement. Mais il ne se laisse pas définir par elle. Il utilise la pose de l'observateur. Il voit la pensée catastrophique surgir, preuve que je suis nul, et au lieu de s'identifier, il la met à distance. C'est une interprétation, ce n'est pas un fait sur mon être. Puis, consciemment, il engage le processus de forge. Il se demande quelle est l'identité que je veux cultiver face à cet obstacle. Sam valorise la résilience, l'apprentissage et le professionnalisme. Il choisit donc délibérément une identité. Cadre, je suis une personne qui apprend de ses revers et qui trouve un moyen de rebondir. Cette phrase n'est pas un vœu pieux. C'est un nouveau plan que Sam, en tant qu'architecte conscient, adopte pour reconstruire sa réalité. À partir de ce plan, il redirige ses pensées et son interprétation de l'événement. Il remplace la pensée « c'est la preuve de mon incompétence » par des pensées alignées sur la nouvelle identité. Ce projet a été annulé pour des raisons macro-économiques. Cela n'efface pas les compétences que j'ai développées en le montant. Quel est le principal apprentissage que je peux tirer de cette expérience pour le prochain projet? Comment puis-je utiliser l'énergie de cette déception pour alimenter ma prochaine initiative? Il ne s'agit pas de se mentir ou de minimiser la difficulté. Il s'agit de choisir un récit qui soit à la fois véridique et porteur. Le fait est que le projet est annulé. Le fait est que Sam est déçu. Le nouveau récit est que cet événement fait partie du parcours d'un professionnel qui apprend et s'adapte, non la tombe de sa crédibilité. Sam peut même utiliser des affirmations plus directes, non comme des mantras magiques, mais comme des rappels intentionnels de la direction qu'il a choisie. En se préparant le matin, il peut se dire « Aujourd'hui, j'incarne la résilience. Je cherche les solutions, pas les coupables. » Cette phrase n'est pas une description de son état actuel. Il peut encore se sentir vexé. C'est une intention, un cap qu'il se donne. L'effet est progressif mais profond. En répétant ses pensées choisies, en interprétant les événements à travers ce nouveau filtre, Sam commence à modifier son expérience subjective. La déception ne disparaît pas, mais elle est encadrée, contenue dans une identité plus large et plus forte. Elle devient un chapitre dans l'histoire de Sam, le professionnel résilient, et non le titre du livre tout entier. Visuellement, ce chapitre est symbolisé par des mains modelant avec soin un vase en argile sur un tour. L'argile est la matière première de l'expérience. Les événements, les émotions, les pensées initiales,
Les mains sont la conscience intentionnelle. Auparavant, les mains étaient absentes, et l'argile se déformait sous l'effet de mouvements automatiques et chaotiques. Maintenant, les mains sont fermes et attentives. Elles sentent la résistance de l'argile, la déception, l'habitude de l'autocritique, mais elles appliquent une pression constante et orientée vers une forme choisie, celle d'un vase solide et utile, capable de contenir les expériences futures sans se briser. Forger une nouvelle identité n'est pas un acte ponctuel, c'est une pratique. Cela commence par ce choix conscient, dans le feu de l'action, de la pensée que l'on va entretenir et de l'histoire que l'on va se raconter. Vous ne contrôlez pas l'événement, vous ne contrôlez pas la première étincelle émotionnelle, mais vous contrôlez de plus en plus la signification que vous lui donnez et le personnage que vous décidez d'incarner pour y faire face. C'est le passage du statut de personnage dans une pièce écrite par vos conditionnements à celui d'auteur et d'acteur principal d'un récit que vous écrivez jour après jour. La première partie de cette forge est cognitive. Elle se joue dans le théâtre de l'esprit. Mais pour que cette nouvelle identité cesse d'être un rôle et devienne une réalité vivante, elle doit descendre des coulisses de la pensée pour investir la scène du monde. Elle doit s'incarner dans l'action répétée, dans le rituel concret. Le plan est dessiné. Il est temps de poser la première pierre. Chapitre 11. Forger une nouvelle identité, partie 2. Le plan est dessiné. Vous avez choisi l'identité que vous voulez incarner. La personne résiliente, l'âme courageuse, l'esprit serein. Mais un plan, aussi beau soit-il, ne construit pas une maison. Il ne suffit pas de penser « je suis résilient » pour le devenir. La pensée n'est que l'esquisse. L'identité se forge, se consolide et devient réelle par une seule chose, l'action cohérente et répétée. C'est dans le ciment des habitudes quotidiennes, dans la brique des micro-choix, que la nouvelle narrative personnelle prend corps et cesse d'être un vœu pour devenir une vérité vécue. Le narrateur, dans un ton inspirant mais résolument ancré, souligne ce point avec une fermeté calme. L'inspiration sans ancrage n'est qu'un souffle. La transformation durable est un travail d'artisan, jour après jour. Il ne s'agit pas de performance héroïque, mais de la discipline humble des rituels qui, en silence, reprogramment l'être. Reprenons avec Sam. Il a choisi, face à l'annulation de son projet, l'identité de professionnel résilient qui apprend et rebondit. C'est une belle intention. Mais si le lendemain, il s'enfonce dans l'amertume, évite son responsable et rumine son échec en boucle, l'identité choisie reste un slogan vide. Elle n'a pas de prise sur le réel. Pour qu'elle s'incarne, Sam doit traduire cette intention en micro-actions spécifiques et en rituels quotidiens, qui en sont l'expression concrète. Qu'est-ce qu'un rituel dans ce contexte? C'est pas une cérémonie mystique, c'est une action simple, répétée délibérément, qui sert de rappel physique et comportemental de la nouvelle identité. Si l'identité est résilient, le rituel peut être de consacrer les 10 premières minutes de sa journée de travail à identifier non pas les problèmes, mais une seule opportunité d'apprentissage dans les défis à venir. C'est traiter chaque obstacle non comme une preuve d'échec, mais comme un problème à résoudre et d'en noter par écrit une possible solution, aussi modeste soit-elle. L'action chercher l'apprentissage incarne la croyance « je suis une personne qui grandit grâce aux défis ». Sam met cela en pratique. Le matin, après son café, au lieu de consulter anxieusement ses emails, il ouvre un carnet. Il écrit en haut de la page « Aujourd'hui, j'incarne la résilience ». Puis, il note une question « Quel est le principal enseignement que je peux tirer de la situation actuelle ?» Il y répond par une phrase, forcément imparfaite. L'enseignement est que je dois mieux articuler la valeur stratégique d'un projet, pas seulement son exécution technique. Ce n'est pas une révélation, c'est une mise en mouvement. Ce rituel de 5 minutes n'efface pas la déception, mais il réoriente activement l'esprit vers le pôle de l'identité choisie. Les semaines passent. Sam étend ce principe à d'autres domaines. Lors d'une réunion tendue, au lieu de réagir sur la défensive, le comportement de l'ancienne identité fragile, il prend une note physique. Il respire profondément une fois avant de répondre rituel de la pause, puis formule sa réponse en commençant par « si je comprends bien » pour marquer son écoute. Cette micro-action répétée renforce le nouveau schéma neuronal. Je suis une personne calme et constructive. C'est ici que les principes stoïciens sur la vertu et l'action droite trouvent toute leur puissance, ancrant cette identité non dans un ego surdimensionné, mais dans un cadre éthique plus large et plus stable. Les stoïciens ne parlaient pas de forger son identité dans un sens individualiste moderne. Ils parlaient de cultiver la vertu, la sagesse, le courage, la justice, la tempérance, par des actes concrets. Votre identité, dans cette perspective, n'est pas le génial ou l'invincible, mais celui qui agit avec courage face à l'adversité, celle qui pratique la justice dans ses interactions,
l'être qui exerce la tempérance avec ses passions. Cet ancrage éthique change tout. Il ne s'agit plus de se construire une image flatteuse, mais de s'aligner sur des principes universels qui donnent de la dignité et du sens à l'action. Le rituel de Sam n'est pas alors juste un truc de développement personnel, c'est un exercice de courage, affronter l'échec sans fuir, et de sagesse, en tirer un enseignement. Cette perspective plus large protège des rechutes dans la vanité ou le découragement. On ne pratique pas pour être meilleur que les autres, mais pour être en accord avec sa propre nature rationnelle et sociale. La force qui en découle est moins bruyante, mais infiniment plus résistante. Suivons la transformation de Sam sur plusieurs mois. La progression n'est pas linéaire. Il y a des jours où le vieux schéma reprend le dessus, où il rumine une critique et se sent à nouveau nul. La crédibilité du récit repose sur ces rechutes. Mais désormais, elles ne sont plus des effondrements, ce sont des incidents de parcours. Sam a intégré l'outil de l'observateur. Il voit la rechute arriver, la note, ah voilà l'ancienne histoire, et utilise son rituel, le carnet, la question sur l'apprentissage, comme une rampe de retour vers l'identité choisie. Les changements internes commencent à se manifester de manière visible, subtile mais palpable. La posture physique change. Moins voûté devant l'écran, le regard plus souvent levé et engagé. Les décisions deviennent plus alignées. Il ose proposer une nouvelle idée, non avec la frénésie de celui qui doit prouver quelque chose, mais avec la calme assurance de celui qui propose une solution parmi d'autres. La communication se fait plus directe et moins chargée de sous-textes anxieux. Il peut dire « je ne suis pas d'accord » sans que ce ne soit une déclaration de guerre, et « je me suis trompé » sans que ce ne soit une condamnation à mort. Le sentiment de paix intérieure n'est pas un état de béatitude permanente. C'est quelque chose de plus précieux, un fond de calme récupérable. Même dans le stress, Sam sait qu'il existe en lui un endroit construit par la répétition des rituels où il peut revenir. La respiration avant de parler, la question sur l'apprentissage, le rappel silencieux « vertu de courage », ce n'est pas un refuge ou fuir, mais un poste de commandement à partir duquel agir. L'identité n'est plus une chose qu'il faut a ou qu'il faut prétend avoir. C'est un verbe qu'il faut pratique. Il ne est pas résilien comme un état fixe, il agit en résilien de manière répétée. Et à force de cette pratique, la frontière entre l'action et l'être s'estompe. La maison, brique après brique, rituel après rituel, est construite. Et il l'habite. Le ton de ce chapitre est inspirant mais ancré, évitant tout triomphalisme. La transformation se déroule sur plusieurs mois, dans le gris et le beige des jours ordinaires, pas dans l'éclat d'une révélation unique. Le pouvoir de cette forge ne réside pas dans un changement spectaculaire, mais dans l'accumulation silencieuse d'actes cohérents. Vous ne contrôlez pas le monde, vous ne contrôlez pas vos premières impulsions, mais vous contrôlez, avec une précision croissante, la réponse que vous y apportez. Et en contrôlant cette réponse, jour après jour, vous sculptez inéluctablement le visage de celui qui répond. Vous avez commencé ce voyage en découvrant que vous viviez dans une maison construite à votre insu. Vous avez appris à en examiner les plans défectueux, à en réparer les fondations, à en évacuer les pièces toxiques. Maintenant, vous êtes debout sur le chantier nettoyé, les outils en main, le nouveau plan sous les yeux. Vous n'êtes plus l'occupant passif. Vous êtes l'architecte conscient, le maçon attentif. Chaque action intentionnelle, chaque rituel fidèlement accompli est une pierre posée. La nouvelle identité n'est pas un rêve lointain. C'est la maison que vous êtes en train de bâtir, ici et maintenant, à chaque respiration consciente, à chaque choix aligné avec la vertu. Le voyage de la prise de conscience à la création est presque achevé. Il ne reste plus qu'à contempler le paysage reconquis et à comprendre la nature véritable du pouvoir que vous venez de vous réapproprier. Chapitre 12. Le pouvoir reconquis, vivre en architecte. Le voyage touche à sa fin. Vous êtes revenu au point de départ, mais rien n'est plus comme avant. Vous vous teniez au seuil d'un labyrinthe de brouillard, croyant en connaître les chemins, alors que vous ne faisiez qu'en suivre les couloirs les plus usés. Vous vous regardiez dans des miroirs déformants, prenant pour votre visage les reflets de peur, de doute ou d'orgueil que ces surfaces courbes vous renvoyaient. L'illusion était complète, vous pensiez diriger alors que vous étiez dirigé. Puis vous avez allumé la lumière, la première lueur fut là, prise de conscience. Voir le cadre, apparemment accompli, submergé par un sentiment d'imposture à l'aube. Comprendre la dissonance entre le succès extérieur et le chaos intérieur. Reconnaître que le pilote automatique était engagé, volant droit vers des territoires d'angoisse. Cette reconnaissance ne fut pas un verdict d'impuissance, mais l'acte fondateur de votre liberté. Vous avez accepté de regarder en face le paradoxe. Pour reprendre un pouvoir, il fallait d'abord admettre à quel point vous l'aviez cédé à des pensées automatiques et non examinées. Cette lumière a révélé, elle, architecte caché,
Vous avez appris à lire ces plans, ces interprétations fulgurantes qui, en une poignée de secondes, érigeaient des forteresses d'inquiétude à partir d'un mail neutre. Vous avez compris que votre réalité était une construction, et qu'une construction pouvait être modifiée. Vous avez commencé à voir les pensées pour ce qu'elles sont, des propositions, non des décrets. Puis vous êtes entré dans le mécanisme même de la construction, la boucle infernale. Vous en avez démonté les engrenages avec une précision stoïcienne. Le déclencheur, la pensée chargée, l'émotion qui valide, la rumination qui renforce. Vous avez appris à introduire la micropause, à distancier la pensée, ceci n'est qu'une pensée, à l'examiner à la froide lumière des faits. Vous avez brisé le sortilège de la prophétie autoréalisatrice, où la peur de l'échec engendrait l'échec même. Cette clarté a mis en évidence les déclencheurs émotionnels, ces pièges où le présent réactive les blessures du passé. Vous avez entrepris la cartographie patiente de vos terrains sensibles, remontant la colère disproportionnée jusqu'à sa source ancienne. Vous avez découvert que la réactivité explosive n'était souvent que la révolte d'un enfant blessé, et que reconnaître cette origine désamorçait son pouvoir immédiat. Armé de cette compréhension, vous avez cultivé la position fondamentale, l'observateur intérieur. Vous vous êtes entraîné à être le ciel qui accueille les nuages, la rive qui regarde passer la rivière. Par la pratique simple de la pleine conscience, vous avez renforcé le muscle métacognitif de votre cortex préfrontal, vous avez appris à créer cet espace sacré entre le stimulus et la réponse. Un espace où, pour la première fois, un choix devenait possible. Le miroir intérieur, peu à peu, s'est éclairci, passant de la déformation émotionnelle à un reflet de plus en plus fidèle et stable. Depuis cette rive solide, vous avez engagé l'action délibérée, reprendre la plage. Vous avez déployé les outils de la régulation cognitive, le recadrage, l'examen des preuves, le dialogue socratique, non pour contrôler l'océan des événements extérieurs, mais pour fortifier votre littoral intérieur. Vous avez intégré la sagesse pratique des stoïciens, concentrant votre énergie sur le seul domaine véritablement vôtre, vos jugements, vos efforts, vos valeurs. Vous avez cessé de vouloir apaiser la tempête pour apprendre à construire un abri. Cet abri a dû être érigé sur des fondations saines. Vous avez dû affronter le saboteur silencieux, ses croyances limitantes centrales gravées dans la pierre de l'enfance. Je ne mérite pas. Je ne suis pas légitime. Par l'enquête archéologique et l'expérience comportementale contraire, agir comme si. Vous avez entrepris de gratter ces inscriptions toxiques, lettre après lettre, pour les remplacer par des fondations plus justes et plus flexibles. Ce nettoyage des fondations a ouvert la voie à l'œuvre la plus créative, forger une nouvelle identité. Vous avez compris que vous n'étiez pas condamné à être le personnage d'une histoire écrite par vos conditionnements. Vous pouviez en devenir l'auteur. Vous avez choisi délibérément les traits de caractère que vous vouliez incarner. La résilience, le courage, la sérénité. Et vous les avez ancrés non dans de vagues souhaits, mais dans le ciment des rituels quotidiens et des micro-actions répétées. Vous avez relié cette identité aux vertus stoïciennes, lui donnant une profondeur éthique qui transcendait le simple désir de mieux être. Vous êtes passé de avoir une identité à pratiquer un ensemble de vertus jour après jour. Et maintenant, vous voici. Le labyrinthe de brouillard s'est transformé. Les murs de brume se sont dissipés, révélant non pas un dédale, mais un chemin droit qui serpente peut être, mais dont la direction est claire, éclairée par la lumière que vous y portez. Vous marchez dessus, non plus en somnambule, mais en éveillé. Vous connaissez les anciens sentiers qui bifurquent vers l'anxiété ou le ressentiment, vous les voyez, mais vous n'y engagez plus le pied par réflexe. Vous choisissez de rester sur le chemin principal, celui que vous entretenez par votre pratique. Le miroir, enfin, reflète une image claire et paisible. Ce n'est pas le visage d'une perfection impossible, sans émotion ni doute. C'est le visage de celui qui connaît ses propres traits, y compris les ombres, mais qui ne se laisse plus définir par elles. Vous y voyez la personne capable de ressentir la colère sans en devenir l'esclave, de traverser la déception sans s'y identifier, de rencontrer le succès sans y attacher sa valeur. Le reflet est stable, car il n'est plus à la merci de chaque souffle émotionnel. Alors, quel est ce pouvoir reconquis? Ce n'est pas le pouvoir illusoire du début, cette croyance naïve en un contrôle absolu sur les événements, les autres, les résultats. Ce pouvoir-là n'était qu'une fiction, source d'épuisement et de frustration. Le pouvoir que vous avez reconquis est d'une nature radicalement différente. C'est le pouvoir du choix sur votre réponse intérieure. C'est la souveraineté retrouvée sur le petit territoire, infime et pourtant infini,
de vos jugements et de vos actions. C'est la responsabilité de construire votre vie de l'intérieur, brique par brique, pensée choisie après pensée choisie, action vertueuse après action vertueuse. Vous ne contrôlez pas la tempête, mais vous avez appris à naviguer. Vous ne contrôlez pas les actions d'autrui, mais vous contrôlez votre intégrité dans l'interaction. Vous ne contrôlez pas l'issue de chaque entreprise, mais vous contrôlez la qualité de votre effort et la dignité de votre posture face aux résultats, quels qu'ils soient. Vivre en architecte, c'est pas devenir un démiurge tout-puissant. C'est endosser le rôle humble et puissant de celui qui, avec les matériaux qui lui sont donnés, les événements, les émotions premières, les pensées spontanées, conçoit et construit délibérément la structure dans laquelle il va habiter. C'est savoir que le plan n'est pas figé, qu'il peut être ajusté à chaque instant à la lumière de la conscience. Un dernier rappel est nécessaire, non comme une injonction, mais comme un rappel de la nature même de cette liberté. La pratique, l'observation, l'examen, le choix vertueux n'est pas une tâche à accomplir, un fardeau supplémentaire, c'est la liberté en action. Chaque moment où vous vous souvenez d'observer, où vous prenez la peine de questionner une pensée, où vous choisissez la réponse alignée plutôt que le réflexe conditionné, est un acte d'affirmation de votre souveraineté. C'est la répétition joyeuse de votre indépendance retrouvée. Le voyage ne s'arrête pas ici. Il n'y a pas d'arrivée finale de stade de architecte parfait. Il y a seulement la route et la compétence toujours plus affinée de marcher en conscience. Il y aura des jours de brouillard, où les vieux miroirs sembleront à nouveau vrais. La différence, désormais, est que vous saurez que ce n'est qu'une apparence. Vous saurez comment rallumer la lumière. Vous avez repris votre pouvoir. Non pour dominer le monde, mais pour ne plus être dominé par le chaos de votre propre esprit. Non pour tout contrôler, mais pour être libre au milieu de ce que vous ne contrôlez pas. Le chemin est devant vous, éclairé, le miroir est clair, l'architecte enfin est chez lui. Tu viens de terminer ce livre. Prends un instant. Ce que tu as lu, ou plutôt ce que tu as ressenti, mérite d'être partagé. Si quelqu'un dans ta vie tourne en rond, s'épuise à courir sans avancer, partage-lui cet audio. Parfois, un seul livre change le point de départ. Et si tu veux aller plus loin, retrouve-nous sur la chaîne. Le chemin continue.